Bonjour à tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, professeur Reggie, avec Gérard. Aujourd'hui, nous avons un invité hors pair, M. Benoît Forcier. Bonjour, messieurs. Bonjour, Benoît. Bien heureux d'être à bord avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ta présence. Merci pour ta présence. Donc, Benoît, avant même de te... En fait, je vais te laisser te présenter parce que tu fais un travail, une profession que je trouve extrêmement intéressante. On a eu l'opportunité de travailler ensemble par le passé. Et ce que tu fais, honnêtement, plus jeune, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé faire. Tu sais, si je pouvais recommencer dans le temps puis choisir puis tout, probablement que j'examinerais plus l'avenue que tu as pris comme travail. C'est un travail super intéressant. J'ai très hâte que tu en parles. En fait, je te laisse aller. Présente-nous qui est Benoît Forcier. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Super. Écoutez, messieurs, encore une fois, c'est super agréable d'être ici avec vous. Tu parles évidemment de la mission de vie que j'ai. Premièrement, mais aussi qui est une profession. On parle de l'investissement de capital de risque. Puis je parle de mission de vie parce que dans le cas ici présent, le secteur d'intérêt pour moi, c'est l'environnement. Donc, on parle évidemment un focus sur les changements climatiques. On parle du fait que nous avons tous et toutes des enjeux de société. Et là, je ne parle pas au niveau des politiciens, mais les politiciens font partie de l'équation. Les citoyens aussi, mais dans le caractère ou dans l'écosystème environnemental d'investissement ou financier, je fais ce qu'on appelle du capital de risque, donc de l'investissement technologique avec une vocation qui est axée sur les changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Super intéressant. Puis dans l'investissement de capital de risque, la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'investissement de capital de risque? Est-ce que c'est... j'ai une idée, je me lève un matin, j'ai une super idée verte, on peut dire ça. Ou, en fait, le domaine, je peux dire clean tech, je crois que c'est le nom du secteur dans lequel tu œuvres. Capital de risque, ça veut dire que j'ai une idée demain matin, j'ai une machine qui va révolutionner, purifier l'air ambiant et régler tous les problèmes de pollution dans le monde. Je t'appelle et je dis, Monsieur Forcier, j'ai une super bonne idée, avez-vous $1 million à me prêter? Aussi simple que ça, vous me le prêtez, puis je pars mon idée. Puis j'ai pas besoin de vous rembourser ou peut-être. Écoute, ben là, il y a plusieurs questions dans la question, mais on va essayer d'adresser certains de ces points-là un par un. Brièvement, c'est clair que, je te dirais, le processus de l'innovation technologique, c'est un processus d'inventeur. Il y a des inventeurs en début de piste, en début d'écosystème. Et puis, il y a toute une vocation, je te dirais, technologique, sectorielle, tant au niveau de l'ingénierie ou des produits qui peuvent réduire les gaz à effet de serre. Il y a plusieurs intervenants dans l'équation innovante. Ça, c'est le premier commentaire que je ferai. Pour ce qui est du type ou de l'acteur premier qui nous approche, c'est l'entrepreneur, c'est la personne entrepreneuriale qui typiquement a bâti une équipe, une technologie autour, une équipe autour d'une technologie, devrais-je dire, et qui a dans notre cas, là je parle spécifiquement dans l'investissement de capital de risque environnemental, on recherche des technologies qui, à grande échelle, vont avoir un grand impact au niveau société, vont avoir un grand impact au niveau des réductions de gaz à effet de serre et évidemment, grand impact veut dire qu'il y a eu une traction, qu'il y a eu une adoption marché, donc des revenus d'une certaine échelle, des marges, des profits. Des profits. Puis souvent, dans notre milieu, c'est sûr qu'on parle toujours de profit ultimement. On parle plutôt, nous, de génération de cash flow. On parle de génération pour que ton entreprise soit sustainable, soit en mesure de vivre une deuxième vie ou d'avoir du financement, puis être opérationnel pour plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est ça. Capital de risque, c'est un mot lourd. En français, on dit capital de risque. En anglais, on dit venture capital. Et la raison pour laquelle je vous amène peut-être du côté de la langue de Shakespeare en partie, c'est parce que c'est certain qu'il y a du risque dans tout dans la vie. Quand on fait un investissement financier, toujours financier, dans les marchés publics, il y a du risque. Il y a du risque de façon inhérente. Quand on fait un investissement dans une obligation financière, une obligation bancaire, il y a un risque qui est moindre. Et quand on parle de capital de risque, on revient au venture cap,
c'est peut-être le type de capital ou c'est le type de rendement visé pour ce type de risque qui est typiquement, qui sont des rendements très significatifs. Donc, qui dit risque dans la vie dit en conséquence un rendement qui vient en proportion au risque. Et pour ce qui est de ce que nous faisons, nous, les rendements anticipés, ex ante, pré-investissement, puis ex post, une fois qu'on a réalisé nos investissements, c'est des rendements très, très significatifs. Fait qu'on j'ai parlé de rendements obligataires. Ça se mesure dans des 2, 3, 4, 5 % dépendamment du cycle économique. Quand on parle d'obligations capital des marchés publics, bien, évidemment, il y a plus de risques. Quand tu as un risque corporatif, tu as une prime qui est attribuée à ce risque corporatif-là, donc un rendement anticipé plus élevé. Plus élevé. Et là, on continue dans la chaîne d'approvisionnement du financement technologique. Plus une entreprise, elle est en début de vie, plus elle a une idée qui peut être révolutionnaire de façon conceptuelle dans la vision d'une entreprise, si cette vision-là technologique n'est qu'embryonnaire, mais le rendement anticipé du gestionnaire de capital de risque ou du venture capitalist va être en conséquence beaucoup plus élevé. Alors, j'arrête là, mais tu vois un peu où je vais avec ça. Benoît, si tu le permets, je suis quand même curieux parce qu'on entend souvent dans le discours public que les technologies vertes ou les technologies propres, oui, que les rendements sont... Une fois de temps en temps, on entend le commentaire, les rendements ne sont pas nécessairement au rendez-vous. De ton expérience, est-ce que c'est un discours qui est vrai? Est-ce que c'est un discours qui sera démystifié? C'est une bonne question. Je pense que c'est un bon commentaire. Puis je te dirais que c'est le discours qui est rattaché à une époque qui est tout autre. Donc, je te dirais que c'est un discours qui rejoint peut-être plus le mouvement environnemental conceptuel. Nous, les gens de la nouvelle génération, de cette génération-là, quand je dis ça, je parle des années 70, des années 80. Donc, on est bien à une toute autre époque. On était à une toute autre époque du capital de risque. Ça, c'est A. Puis, on est à une toute autre époque des rendements anticipés puis de la maturité technologique et aussi la maturité professionnelle ou entrepreneuriale de la classe d'entrepreneurs qui ont décidé pour des raisons financières, pécuniaires, mais aussi philosophiques, puis aussi de besoins de société. Hein. Si j'ai une nouvelle entreprise à amener dans le marché, je dois choisir dans quel secteur, dépendamment de ma techno et tout ça. Je te dirais que pour revenir à ta question, c'est une histoire du passé que les rendements ne sont pas au rendez-vous. Les rendements sont bel et bien au rendez-vous. C'est certain qu'il y a des secteurs qui sont plus matures que d'autres, des sous-secteurs du clean tech ou de l'environnemental financier sont plus matures que d'autres. Ça, c'est un point aussi important. Et puis, finalement, il faut toujours se rappeler, quand on parle de... Je vais revenir à la question antérieure pour revenir à ton point. Quand on parle de rendement, on parle de risque. Il faut tout le temps parler de l'horizon. Donc, le rendement anticipé et le risque qui est pris par l'entrepreneur, parce que le premier qui prend le risque, il faut tout le temps se le rappeler, c'est pas seulement les bailleurs de fonds, mais c'est l'entrepreneur, c'est l'équipe entrepreneuriale. Fait que l'échéancier de générer une entreprise ou de croître une entreprise grande échelle, ça se mesure pas en mois, ça se mesure pas en années, ça se mesure en années, mais parfois même en décennies. Non? Donc, il faut se rappeler qu'il y a un échéancier qui est plus moyen-long terme. Ça, c'est un point important. Et puis que depuis la maturité maintenant, on parle en 2024, le sous-secteur clean tech ou le vecteur environnemental de tous les secteurs clean tech dans la chaîne ou dans l'écosystème technologique et entrepreneurial. Mais ce secteur-là, il est beaucoup plus mature que dans les années 70. Il est beaucoup plus mature dans les années 80. Et en 2024, il y a toute une panoplie, premièrement,
d'entrepreneurs matures, 2 de technologies matures, et tu as aussi une reconnaissance globale que l'impératif changement climatique, ce n'est pas qu'un problème. Quand quelqu'un dit problème, il faut trouver des solutions. C'est des opportunités. Et c'est des opportunités, justement. Et je te dirais que, surtout de plus en plus, depuis le début des années 2000, les 2 dernières décennies, il y a de plus en plus de belles opportunités et de sous-secteurs qui ont su démontrer des rendements qui étaient adéquats et en ligne avec les risques sous-jacents. Si tu me permets, j'aimerais retourner sur l'aspect un peu financier. Oui. Plusieurs éléments que tu as mentionnés, puis je pense qu'il faudrait peut-être pour chacun faire une petite minute ou en discuter davantage. Le capital de risque, que je comprends, il y a du monde qui va investir dans des obligations. On a dit 2, 3, 4 % de rendement. Tu as le marché public, puis capital de risque, on le dit, c'est du capital de risque. Généralement, des entreprises qui sont plus à risque, mais qu'on s'attend à un plus grand rendement. À quel moment est-ce qu'il faut, par exemple, te contacter? Est-ce que c'est, puis là, je vais sortir des termes, est-ce que c'est au moment, comme on dit, pre-seed, donc avant, quand j'ai l'idée, j'appelle? Est-ce que c'est au moment du seed, donc au moment où j'ai commencé à faire un projet? Est-ce que c'est après avoir eu des profits? C'est à quel moment? Est-ce que, parce que comme une entreprise de capital de risque, de mémoire, puis en parlant du moment, peut-être aussi juste parler un peu les entreprises de capital de risque, il y a des phases quand elles sont en investissement, Absolument. en maturité, en vente, etc. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de cet aspect-là. Absolument. C'est une bonne question. Donc, on en a parlé indirectement pour revenir. Le mot que j'utilise souvent, que vous avez entendu aujourd'hui déjà, c'est le mot écosystème. Puis tu as une chaîne, c'est comme si tu avais une chaîne d'approvisionnement de financiers, d'investisseurs. Donc, peut-être pour revenir à la case ici présente, qui est le fonds d'économie circulaire. Moi, je gère un fonds qui est le Circular Innovation Fund, qui est un fonds d'économie circulaire à l'échelle globale, basé à Montréal. On n'en a pas parlé au début. Là, on en parle maintenant, plus spécifiquement. On va rentrer dans ton parcours et ton employeur après. Voilà, avec plaisir. Donc, ce fonds-là, pour répondre à ta question spécifiquement, c'est un fonds qui investit dans des entreprises qui ont quand même une certaine maturité technologique. OK. Qui ont un certain niveau de revenus. Fait qu'ils ont déjà commencé à exploiter. On n'est plus dans le « j'ai une idée », là, on est rendu plus loin que ça. On n'est jamais véritablement, pour utiliser tes mots, au stade de « j'ai une idée », on est au stade toujours d'une exécution mercantile, commerciale, de scale-up technologique. Fait que pour nous, il y a une technologie sous-jacente, où il y a un portefeuille de technologies sous-jacentes, il y a de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle se situe dans la techno, mais elle se situe dans les individus, évidemment. Fait qu'il y a tout le secret professionnel d'un processus de croissance technologique. Donc, dans notre cas, on recherche des entreprises qui ont généré un certain régime de revenus. On a parlé de cash flow tout à l'heure. Des entreprises qui, 9,9 fois sur 10, ne sont pas BAYA positives ou EBITDA positive. BAYA, peux-tu nous dire c'est quoi un BAYA? Ton BAYA, donc c'est ton bénéfice avant impôt et intérêt. Et amortissement. Et amortissement, merci. Donc, on parle de la génération de cash flow d'une entreprise et c'est une mesure du succès, évidemment. Si une entreprise génère un BAYA positif, mais elle est déjà dans un mode je dirais plus d'équité d'investissement privé, private equity qu'on dit souvent, avec des multiples qui sont tout autres, des risques qui sont tout autres, un degré de maturité qui est tout autre. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de réponse simple à ta question qui est simple à la base. Nous, c'est des entrepreneurs qui nous approchent, c'est des entrepreneurs qui ont quand même un plan d'affaires, une technologie en début de piste, mais avec un certain degré de maturité. Fait qu'on est au-delà de l'inventeur. On est au stade de l'innovateur qui scale une technologie. Mais pour revenir aussi à ton point et à ta question, qui était sous-jacente dans ta question, il y a toute une panoplie d'investisseurs de capital de risque. Il y en a qui font du pre-seed, il y en a qui font du seed investment, il y en a qui font de l'investissement plus tard dans la courbe, qui est notre cas. Nous, on investit dans des compagnies qui ont un certain degré de maturité, comme je le dis, au niveau technologique. Puis dans le secteur, on parle de série A plus B. Donc, on parle des entreprises qui ont probablement déjà levé des capitaux personnels. Ils se sont investis, les gens, personnellement,
au niveau temps, énergie et souvent capitaux propres. Et 2, ont probablement sécurisé des investissements de friends and family, comme on dit souvent. Love money. Love money, mais aussi c'est des gens souvent aguerris qui ont aussi un désir de faire partie de la solution. Donc, ils s'investissent personnellement chez des gens qui connaissent bien. C'est soit des gens de leur famille, mais aussi des gens de leur quartier ou de leur écosystème sectoriel. Hein. Si je suis quelqu'un qui vient du secteur technologique, du hard tech, qui vient d'un secteur que je veux promouvoir et qu'il ait du succès dans les prochaines décennies à venir, peut-être qu'au niveau perso, j'investis avec les bons entrepreneurs qui ont une certaine crédibilité. Ensuite vient ce que j'appelle les gestionnaires. J'utilise le mot parce que c'est comme ça que souvent les gens le disent, les gestionnaires professionnels, c'est-à-dire qui sont embauchés spécifiquement avec un mandat d'investissement technologique, dans des technologies qui sont souvent émergentes, innovantes, et avec un barème, une thèse d'investissement qui est très spécifique. Et cette thèse d'investissement-là, dépendamment des fonds, il y en a qui font du fintech, il y en a qui font Clean tech. du clean tech, il y en a qui font de l'investissement sur la santé en général. Il y a différents secteurs d'intérêt. Donc, nous, on s'est concentré sur le clean tech. On s'est concentré sur un sous-secteur qui est l'économie circulaire. Donc, évidemment, l'entrepreneur qui nous approche plus spécifiquement avec nous, son modèle d'investissement sous-jacent à sa technologie, son modèle d'affaires, devrait avoir une connotation ou un impact environnemental qui rejoint ce que nous appelons l'économie circulaire. Donc, c'est souvent rattaché à réduire l'extraction minière, l'extraction en général de l'économie primaire et de trouver une façon de réutiliser un bien, de recycler un produit ou un intrant dans une technologie donnée. Quand on parle de rendement, est-ce que tu es capable de chiffrer à peu près, parce que j'avais déjà entendu un mythe, en fait, tu peux peut-être démystifier un mythe que j'ai déjà entendu, qu'une entreprise de capital de risque reçoit un paquet d'idées. On s'entend quand vous êtes en phase investissement, parce qu'une entreprise de capital de risque, au début, elle investit dans plein de sociétés, tu me dis si je me trompe, ensuite, elle gère les sociétés, puis après ça, elle est en processus de vente. Donc, au moment où elle investit, vous êtes inondé d'idées de personnes qui viennent pour avoir du financement. Ce serait quoi le rendement attendu? Bon, obligataire, c'est 2-3 %, mais quand on a un capital de risque, est-ce qu'on c'est du 5, 10, 15, 20, 50 % de potentiel de rendement? Parce qu'on s'entend que, vu que vous êtes un petit peu dans le bas de la chaîne, dans ceux qui prennent le plus de risques, vous n'avez pas payé chance que l'investissement ne fonctionne pas. Oui, disons que tu as parfaitement raison. Donc, on est en début de chaîne, peut-être pour revenir à la chaîne d'approvisionnement de l'investissement, on est en début de chaîne. Tu as tout à fait raison. Je te dirais qu'en termes de rendement typiquement visé, c'est des rendements qu'on dit double digit. Hein? Donc, on recherche, on parle souvent, nous, de multiples de l'investissement, de la mise. OK. On peut peut-être parler comme ça aujourd'hui. C'est peut-être la façon la plus simple d'en parler. Au lieu de parler de rendement, on va parler de multiples de l'investissement. Et typiquement, ce qu'on recherche, c'est des rendements où l'investissement donné en bout de piste, après un horizon donné d'une période de détention de tes actions. On achète des actions dans des entreprises privées. On n'en a pas parlé, mais c'est des entreprises privées. On recherche à avoir des rendements de 3x à bien au-delà de ça, dépendamment de l'horizon de la détention de l'investissement et le nombre d'années dans laquelle on est investi dans l'entreprise donnée. Puis votre horizon, d'habitude, c'est du 3, 5, 10, 20 ans? Ben, c'est la bonne question. En moyenne, parce que je sais que chaque chose peut... Évidemment, plus l'horizon est raccourci, puis plus le rendement ou l'acquisition d'une entreprise ou l'offre publique d'achat d'une entreprise a une valorisation supérieure est rapprochée, mais de façon inhérente, le rendement est de beaucoup supérieur. Mais l'horizon, typiquement, que nous visons, c'est sûr qu'on veut avoir le meilleur rendement possible, le meilleur qu'on dit, nous, cash on cash return, le rendement dollar sur dollar.
C'est pas très, très élégant comme traduction, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je te dirais, c'est un horizon de 5 à 8 ans, typiquement. Et les fonds, eux, parce qu'on a parlé de fonds, de bailleurs de fonds, on a parlé de gestionnaires professionnels. Nous, on a des investisseurs qui investissent dans notre fonds. Ce fonds-là, lui, a un horizon de 10 à 12 ans, on va dire 10 ans et plus. Et donc, de par nos investissements spécifiques d'entreprise en entreprise, équipe entrepreneuriale numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, jusqu'à 10 et au-delà, bien, cet horizon-là, il est moindre que l'horizon du fonds. Je reviens à 5 à 8 ans pour un fonds d'une dizaine d'années d'horizon. Quand tu parles d'horizon de fonds de l'investisseur, donc je comprends bien que l'investisseur doit s'attendre à avoir son argent immobilisé pour au moins 10 à 12 ans. L'investisseur qui investit dans votre fonds. Typiquement, c'est la structure du fonds, elle est structurée dans ces horizons-là. OK. Puis je pense que le cadre de la discussion aujourd'hui, c'est pas d'aller dans tous les détails, mais pour rendre ça simple, à chaque sortie ou à chaque monétisation d'un investissement, tous les investisseurs du fonds reçoivent leur quote-part prorata au moment de la réalisation de l'investissement donné. Alors, si on revient à un horizon de 10 à 12 ans pour le fonds, on va rendre ça simple, on investit, nous, pour rendre ça simple, dans 10 entreprises différentes. Quand la première sortie, la première monétisation, le premier rendement réalisé, c'est de ça qu'on parle, on réalise un rendement sur un investissement donné, l'investissement numéro 1, le premier. Tous les investisseurs qui ont investi reçoivent leur quote-part à ce moment-là. À l'année 3, si c'est à l'année 3, à l'année 5, si c'est à l'année 5, et ainsi de suite. Mais je pense que le côté investisseur, on va regarder pour une autre fois, parce que ça va. Parce que je pense qu'on pourrait faire les conditions d'investisseur, puis on pourrait faire un autre, le part 2 de l'épisode à ce moment-là. Puis, c'est ça, ben écoute, moment de l'investissement, rendement attendu, tu m'as répondu, l'horizon. Et là, si on revient sur la personne, Benoît Fortier, c'est quoi ton parcours académique, professionnel? Où est-ce que tu as appris à... Parce que, en fait, c'est ça, je prends un petit peu d'avance, je me permets pour mieux situer les auditeurs. Toi, dans le fond, tu examines directement les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Fait que c'est quand même, quand je dis que c'est une job assez intéressante, t'es la personne qui peut donner le call. Je dis ça parce que moi, je sais que t'es haut placé. C'est un big shot qu'on a avec nous aujourd'hui. Et quand même, tu vois plein d'idées d'entreprise. Oui. Tu vois ce qu'on appelle des decks, donc des plans d'affaires qu'on t'envoie. T'examines ça. Je sais que tu voyages t'en gères beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce que tu fais? Quel est ton parcours académique et professionnel? Plusieurs questions. Fait qu'écoute, rends ça simple. Ton parcours académique et professionnel, rends ça simple. Absolument, ça fait plaisir. Écoute, premièrement, je me compte très chanceux de faire ce que je fais. Ça, c'est le premier commentaire. Et en termes de début de piste, pour moi, moi, je suis une personne de finance. Donc, moi, j'ai un bac, prendre ça simple, un bac en finance. Ouais. Je suis un gradué de Concordia ici à Montréal. Donc, ça, c'est mon parcours académique. C'est certain, pas que c'est certain, mais dans mon cas, on retourne dans le temps, évidemment, à cette époque, le capital de risque, Le capital de risque, c'est une industrie ou c'est un secteur d'investissement qui date d'à peu près après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Mais même au Québec, dans les années 80, c'était une classe d'investissement, si on peut je pense que c'est le bon terme, qui était plutôt en définition. Fait qu'en 2024, le capital de risque, il est beaucoup plus mature qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Il est beaucoup plus mature qu'dans les années 80. Puis les cycles technologiques ont évolué beaucoup depuis lors. Fait que c'est une profession qui a évolué avec la maturité des technologies. Et moi, je suis très chanceux. J'ai tiré profit parce que je suis arrivé dans ce secteur-là, pas nécessairement en début de carrière quand j'ai gradué de l'université,
mais j'ai eu plutôt un parcours financier initialement. Fait que moi, j'ai le parcours où j'ai le profil de l'individu financier en finance qui, pour toutes sortes de raisons, sa carrière l'a amené, puis par désir aussi. Hein? On peut en parler aussi. J'ai dirigé ma carrière dans ce milieu-là, cette façon d'avoir une contribution dans l'économie, puis d'avoir une façon d'influencer le cours des choses, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs façons d'y arriver. Ça, c'est un commentaire qui est important. Mais moi, mon apport initial, c'est que de par mes premiers rôles post-gradués à Concordia, on a parlé de cash flow, mes mandats initiaux, ils étaient dans la gestion de trésorerie. Dans quel type d'entreprise? Tu ne veux pas les nommer, tu n'es pas obligé. Ben, c'était des PME. C'était une PME dans le secteur du transport à Montréal. Et puis, mon rôle en début de piste, c'était de gérer les cash flows de cette entreprise-là. Dès le début, un peu de chance, timing et tout ça. Et en début de piste, c'était mon premier rôle. Donc, j'ai appris très tôt dans ma carrière que, on le dit souvent, hein, il y a juste une erreur qu'un entrepreneur peut faire, c'est de ne plus avoir d'argent. Run out of money, as they say. If you do one thing, don't run out of money. Donc, moi, j'ai eu le bénéfice de façon professionnelle d'évoluer dans des rôles de gestion de cash flow, gestion de trésorerie. Par la suite, j'ai été recruté pour travailler dans le groupe de BCE, Bell Canada Entreprises, dans un rôle de gestion de trésorerie toujours, avec plus de chiffres, hein, plus de zéros, comme on dit. Un rôle qui était très similaire à mon premier rôle après que j'ai gradué de Concordia, avec plus de zéros en bout de piste. Même principe, on gérait plus de cash flow, plus d'entrée de fonds, plus de sortie de fonds. Et pour arriver au capital de risque rapidement, BCE, à l'époque, dans les années 80, et dans le début des années 90, était un des premiers, ce qu'on appelle corporate VC. Donc, il y avait un fonds de capital de risque technologique, mais axé évidemment sur les communications, les télécommunications, parce que Bell Canada Entreprises, on est dans les télécommunications. Et je dois vous rappeler, messieurs, et à vous, à votre auditoire, on est aussi à la belle époque des télécoms à l'échelle globale, hein, l'ascension de la mobilité, du cellulaire ou du téléphone intelligent. C'était le cellulaire et la mobilité avant le téléphone intelligent, parce qu'on est à cette époque-là. Et le Canada était un des pays, une des juridictions de grande influence et de grand succès dans les télécoms. Donc, BCE, à l'époque, était une de ces entreprises à l'échelle globale qui avait les expertises, qui avait les technologies, puis qui avait la compréhension opérationnelle de gérer des réseaux grande échelle, des réseaux terrestres, des réseaux mobiles, mais aussi des réseaux satellitaires aussi. Donc, dans ce cadre-là, technologique, mais dans le secteur donné, j'ai eu la chance de naviguer à l'intérieur de BCE et demander, de par mon rôle, de naviguer vers le fonds de capital de risque de BCE. Et c'est là que j'ai eu mes premières interactions avec des entrepreneurs technologiques. Parce que quand on dit capital de risque, évidemment, tu as une grande entreprise qui était BCE, qui est toujours BCE aujourd'hui, compagnie publique, avec des millions d'abonnés, individus, consommateurs et secteurs, évidemment, corpaux, mais qui recherchaient déjà, à l'époque, début des années 90, les belles technologies à commercialiser et à amener dans son réseau à l'époque. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris goût et décidé de façon personnelle que la façon que je voulais appliquer ma compréhension des marchés publics, marché des capitaux, financement, qui dit cash flow, dit financement aussi. On parle de capital de risque. Donc, financer des entreprises, des entrepreneurs, des équipes entrepreneuriales qui ont des idées innovantes, qui commercialisent en termes de technologie, donc qui sont en mode de commercialisation, et que ça fait partie prenante, ça, de l'économie, et que l'innovation transforme l'économie et des secteurs. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la profession. Fait
chez BCE, tu as commencé à justement devoir examiner des entreprises dans lesquelles BCE allait investir. Absolument. Et par la suite, est-ce que ton employeur actuel, on peut le nommer ou c'est un inconvénient? J'ai parlé du fonds Circular Innovation Fund qui est géré par Cycle Capital. Cycle Capital. Cycle Capital, qui est un des fonds de capital de risque les plus établis en termes de crédibilité, en termes aussi, on dit, de vintage. Depuis plus de 12 ans, Cycle Capital fait de l'investissement de capital de risque clean tech. On disait clean tech, on peut parler de climate tech. Et dans le technologie propre. Technologie propre, merci. En effet. Donc, évidemment, j'ai peut-être fait mes classes dans le capital de risque technologique dans une autre industrie. Je dirais que c'était une des grandes industries en termes au niveau du Canada, à l'échelle des besoins globaux. On parle de la transformation souvent aussi des réseaux terrestres vers le mobile, la mobilité. Et pour moi, peut-être faire le lien, si tu me permets, donc ça a été un vecteur, ça, les télécommunications, un grand vecteur de transformation technologique, de génération d'emplois et puis d'innovation. Mais pour moi, le prochain grand vecteur technologique, puis il y a aussi un besoin, parce qu'on n'est pas dans un mode d'aspiration de technologies qui seront peut-être un jour intéressantes pour le commun des mortels ou monsieur, madame, tout le monde, ou le consommateur. Je reviens à l'impératif climatique, changement climatique. Pour moi, une des grandes opportunités au niveau d'opportunités d'investissement, puis aussi de besoins global de société, tant au niveau nord-américain qu'européen, qu'au niveau de l'Asie, c'est justement d'amener des nouvelles technologies qui transforment l'économie. Et donc, je pense que c'est noble de faire de l'investissement de capital de risque dans l'environnement. C'est aussi un besoin nécessaire, selon moi. Puis au niveau financier, parce qu'on est en affaires, on est là pour convaincre des gens, on est là pour supporter des entrepreneurs qui ont, eux et elles, des visions, puis qui ont des philosophies, ils ont décidé, ces gens-là, de cadrer leur croissance technologique et les entreprises qu'ils opèrent et qui sont en train de faire évoluer pour avoir du succès, pour avoir un impact significatif. J'ai décidé de cadrer plus récemment, donc depuis une dizaine d'années, mon implication au niveau de l'environnement. Puis, tu as utilisé plusieurs mots qui me donnent l'impression, puis tu me corrigeras si j'ai tort, que le capital de risque, particulièrement en clean tech, tu as utilisé mission de vie, l'impératif climatique. J'ai l'impression que c'est vraiment plus que juste un intérêt financier pour toi. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers... Est-ce que c'est une passion réelle en arrière simplement la finance, ou est-ce que c'est pour toi, c'est juste un vecteur de croissance? Ben, c'est une bonne question. Vous l'avez probablement déjà deviné. Je pense que... Je vais répondre à la question de la façon suivante. Je pense qu'il faut se souvenir toujours... quand on parle de l'économie, je vais arriver à ta question, le point en particulier. Quand on parle de l'économie en général québécoise, l'économie canadienne, ben, il y a les grandes corporations, on en a parlé tout à l'heure, dans certains secteurs. Il y a tout ce que j'appellerais le secteur des intermédiaires financiers, les banques, les courtiers, la levée de fonds. Tout cet aspect-là est nécessaire à l'économie. Grande entreprise, petite, moyenne entreprise, entrepreneuriat. Il y a de l'entrepreneuriat qui se fait dans tout type et toute échelle d'entreprise. Mais quand on parle de capital de risque, on parle d'entrepreneuriat technologique. C'est souvent des entreprises en démarrage, en croissance technologique. Donc, l'entrepreneur, c'est souvent des gens passionnés. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance du domaine donné, soit c'est dans un secteur spécifique, soit technique, soit c'est des gens aussi qui ont quand même des ambitions, j'appelle ça des ambitions avec un A majuscule, grande ambition personnelle, grande ambition technologique, grande ambition corporative ou de croissance. Et dans le cas ici présent,
je te dirais que l'environnement, c'est, selon moi, c'était quelque chose qui passionnait certains ou certains membres de la société à une autre époque. Et de plus en plus, cette économie-là, ce secteur-là, ou les secteurs qui sont englobés par le clean tech ou les technologies vertes, amènent un certain type d'individus. C'est des métiers qui sont prenants. Il faut s'investir personnellement. Il faut s'investir en temps. Et ceux qui gagnent et ceux qui tirent beaucoup de plaisir de toute l'implication qu'ils en font, c'est des gens souvent passionnés. Je pense que ça va de soi. Longue réponse à une question très simple. J'entends la passion. J'entends un passionné à la base. Il y a peut-être 3 autres questions que j'aimerais te poser, puis là, il nous reste pas beaucoup de temps, fait qu'il va falloir aller peut-être plus straight to the point. Oui. Je reviens à l'aspect sérieux et business pour l'entrepreneur qui nous écoute. Comment devrait se préparer un investisseur avant de vous rencontrer? Fait que si quelqu'un qui a une idée, c'est quoi ces étapes là, avant d'envoyer un deck, un plan d'affaires, une présentation, je pense que deck, ce serait présentation, de son idée à Cycle Capital? Qu'est-ce qu'il doit réfléchir? Bien, écoute, je pense que les investisseurs ou les entrepreneurs... Ou les entrepreneurs. Oui, c'est vrai, j'ai dit investisseurs, mais c'est entrepreneurs que je voulais dire, je pensais, désolé. Souvent, c'est des investisseurs qui nous approchent ou des investment bankers, ça peut être des courtiers souvent qui représentent un groupe ou qui représente un entrepreneur, une équipe entrepreneuriale. Mais on va dire à la base, c'est qui l'engin de tout ça? C'est l'entrepreneur à la base. Oui. Mais tu as raison, il y a des intervenants de tout type. Écoutez, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des gens qui arrivent préparés, il y a des gens qui arrivent vraiment préparés. Il y a des gens qui sont passionnés et vraiment, vraiment préparés. Donc, il faut quand même avoir une certaine connaissance il faut connaître son sujet à la base. Les gens... L'expert qu'on aime écouter et qu'on veut supporter, l'entrepreneur et son équipe, ses employés, ses investisseurs existants, on veut être en mesure de supporter les gens qui ont évidemment une expertise du domaine. C'est pas tout le temps des gens de 40 ans puis de 50 ans. Souvent, c'est des gens de 22 ans puis de 25 ans. Donc, c'est tout un concours de circonstances qui font en sorte qu'ils sont prêts. Fait que, évidemment, connaissance de son marché, connaissance de son produit, c'est quoi les faits saillants en termes de proposition de valeur, value prop, on dit souvent, d'une technologie donnée. Souvent, ce sont des technologies qui ont un impact, on dit transformational en anglais, qui vont avoir un grand impact pour transformer soit une industrie, soit une façon de consommer, soit une façon de réutiliser un produit, on parle de recycler, ou d'augmenter la durée de vie d'un produit. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de c'est quoi mon produit, c'est quoi la propriété intellectuelle derrière ça. Mais il y a tout un aspect, tu as parlé du mot financier, plan d'affaires, modèle financier. C'est où sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous des revenus? Dans quel ordre de grandeur? Où proposons-nous d'être dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, et je vais oser le dire, dans 60 mois et plus? C'est sûr que les chiffres sont plus faciles à justifier à l'année 1 d'un plan de 5 ans puis d'un plan de 8 ans. On va dire que c'est un plan de 5 ans. L'année 2, il y a une certaine réflexion puis il y a une certaine logique dans les forecasts, dans la suite de l'année 2. Puis plus on va dans le temps, plus les tenants de tes hypothèses deviennent hypothétiques, bien, il faut les justifier. Il faut dire de quelle façon on se base sur ces éléments de croissance-là ou de pénétration de marché puis de maturité technologique. Donc, écoute, il y a toute une panoplie d'éléments, mais c'est sûr qu'à la base, il faut avoir une bonne compréhension de son plan d'affaires. Plan d'affaires veut dire vente ou veut dire jalon d'accomplissement technologique si je suis pré-commercial, ultimement génération de revenus, ultimement marge, puis en bout de piste, de quelle façon que toutes ces belles personnes-là, l'entrepreneur... Le rôle de chacun. Pas seulement ça, l'entrepreneur, les employés, les investisseurs, de quelle façon cette entreprise-là, comment allons-nous collectivement définir le succès? C'est quoi le succès
pour l'entreprise donnée à l'année 5, au mois numéro 60 ou 72, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une grande adoption marché. Les revenus sont passés de $1 à 1 million, à 5 millions, à 100 millions et au-delà. Et il faut être en mesure, évidemment, de bien énoncer c'est quoi cette vision-là. Mais cette vision-là, elle doit être bâtie sur des bases qui sont quand même des hypothèses, des éléments réalistes, puis qui ont été bien pensés, bien conçus, et d'en parler ouvertement. Et d'être ouvert à la part de l'investisseur. Parce qu'en bout de piste, c'est pas de l'investissement passif, c'est de l'investissement qui est là en collaboration pour suppléer à l'intelligence de l'entrepreneur. Donc, c'est du capital qui va s'investir au-delà des argents, qui va s'investir en temps, en opinion et en gouvernance dans l'entreprise. 2 dernières questions rapides, parce qu'on voit ça dans les films. Puis le capital de risque, je vais faire un lien avec les dragons. Oui. Est-ce que ta job, c'est chaque jour, toi et tes collègues, tes partenaires, vous êtes 5-6 et vous prenez les entrepreneurs en rafale, vous les écoutez pendant 1 heure, puis vous dites, on se consulte, puis on te prête 1 million. Est-ce que c'est jet set comme ça, ou, évidemment, je sais que ça l'est pas, mais est-ce que c'est comme ça, ou c'est beaucoup plus, ou c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus... méthodique et structuré. C'est ça, clérical, disons. Oui, mais c'est sûr que c'est administratif. C'est sûr qu'il y a une gouvernance qui c'est moins théâtrale. Hein? C'est peut-être ça le premier commentaire. Ouais, c'est pas aussi... non, je pense... Moi qui pensais qu'il était sûr que tu voyais tous les entrepreneurs, puis ils arrivent avec leurs produits, puis c'est... Donc, évidemment, ce processus-là, sûrement, il est basé sur un pipeline d'opportunités, mais le nôtre se chiffre en milliers d'opportunités qu'on reçoit par année, d'opportunités qu'on reçoit. Un jour, c'est un deck. La deuxième entreprise, c'est un plan d'affaires qui a une 20aine de pages. L'autre, c'est 60 pages de plan d'affaires. Tu sais, il n'y a pas de recette particulière, c'est juste qu'il y a un concours d'éléments qui doivent être présents. On ne rencontre pas tous les entrepreneurs pour répondre à ta question. Il y en a qui sont... il y a des entrepreneurs, je reviens aux commentaires, qui sont passionnés puis qui se donnent la chance, donc qui communiquent avec plein d'investisseurs. Souvent, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas très bien lu, où ils se donnent la chance que peut-être qu'on va considérer l'opportunité, même s'ils ne cadrent pas bien pour notre thèse d'investissement. Puis ce qu'on peut faire, nous, on peut pas s'improviser expert dans les sciences de la vie parce que tout d'un coup, j'ai un deal flow ou j'ai un plan d'affaires qui arrive de ce secteur-là. Donc, c'est évidemment... il y a un pipeline qui est très riche, global, d'opportunités. Des fois, c'est un deck, une présentation PowerPoint. Et de ça, on concentre nos efforts sur un subset. Et de ça, on rencontre certaines entreprises par vidéoconférence, n'est-ce pas? Oui. Et de ça, on les rencontre face à face. Et ultimement, le dernier petit commentaire, c'est on n'investit jamais dans une rencontre. Ultimement, on va investir dans une relation. Dans un entrepreneur. Dans un entrepreneur qu'on a rencontré et à qui on a parlé plus qu'une fois. Hein? Donc, il y a eu plusieurs éléments, il y a eu plusieurs touch points qui ont mené à une conversation très, très spécifique sur un financement, sur une entreprise, puis ultimement un investissement. Dans la question, on va être directement en lien avec tes derniers commentaires. Quelles seraient les erreurs à ne pas faire quand on envoie un deck? Puis je vais m'expliquer, parce que tu as dit, prendre des choses, il y a du monde qui envoie des decks, des présentations de leur idée, de leur entreprise à plein d'investisseurs, même si, exemple, vous êtes en clean tech, j'ai une idée de fabrication de table qui n'a pas rapport, puis je vous l'envoie, je dis, ben non, ça me pas mon domaine, pourquoi il m'envoie ça? Fait que faire ses devoirs avant, je comprends que c'est essentiel. Maintenant, c'était pas Cycle Capital, c'était une autre entreprise de capital de risque. J'avais parlé avec un analyste, puis il m'avait dit, par exemple, si je reçois un deck un PowerPoint qui a 60 diapos, les chances sont assez élevées qu'on ne le regardera même pas. Parce qu'il y en a juste trop. Si t'es pas capable de me dire, justement, on reçoit des milliers par année, si t'es pas capable de me dire, il m'avait donné un 15-20 diapos, c'est quoi ton idée, tes prévisions, puis tous tes faits saillants, pour nous, c'est un indice que
t'es en train de pousser la sauce trop loin que t'as pas compris. Fait que je me demandais, t'aurais-tu un top 3, là je sais si t'es improvisé, t'en avais pas celle-là, mais un top 3 d'erreurs à dire, ah oui, ça, là, ne faites pas ça. Ben écoute, il n'y a pas de pitch, parce qu'on parle de pitch, il n'y a pas de pitch parfait. Quand on regarde les grandes entreprises de ce monde, dans les réseaux sociaux, les LinkedIn de ce monde, dans les e-commerce plays de ce monde, aujourd'hui, qui ont eu beaucoup de succès, je parle les Amazon de ce monde, n'est-ce pas? Mais ces entreprises-là, à un moment donné, elles étaient jeunes, pré-commerciales, et elles ont eu le même journey. C'est-à-dire, ils ont eu à lever du capital, de gens crédibles qui étaient prêts à s'investir au niveau risque. Quand tu regardes les decks, pour ceux qui ont eu la chance de voir les decks de certaines de ces entreprises, par exemple, celle-ci ou d'autres, c'est surprenant. C'est pas toujours des decks bien fabuleux, mais il y avait quelque chose, il y avait un élément de crédibilité. Puis la crédibilité, ça se bâtit de plusieurs façons. C'est sûr qu'un bon deck, ça aide. C'est sûr que souvent, une présentation, un deck de 15 pages, il y a des gens qui sont passés maîtres de bien présenter, on dit l'histoire, l'opportunité d'investissement de façon précise, de façon quand même succincte, puis le faire dans 10 slides ou dans 15 diapos ou 15 pages de ton deck. Donc ça aide. Un deck qui est bien conçu, bien construit, clair, qui capture l'imaginaire. Capturer l'imaginaire de ton auditoire, c'est la clé, en quelque part, parce qu'on veut c'est plutôt un door opener, ce premier deck-là, pour avoir une deuxième rencontre. C'est ça l'objectif. Tu ne vas pas vendre quelqu'un sur un investissement. Donc, un deck bien écrit, pas de faute, c'est classique, là. C'est bon, ça. Pas de faute. J'y avais pas pensé, mais pas de faute. Pas de faute, les bons mots. Succinct. Straight to the point. Pas trop de... Vous avez d'autres choses à faire. C'est sûr. Got places to be, people to see, things to do. Ça aide aussi de se faire présenter par un autre investisseur. Si tu réussis à faire amener l'attention vers ton opportunité pour un investisseur que tu connais moins, mais ça aide peut-être si tu connais un investisseur puis tu voudrais un investisseur que tu connais moins bien, reconsidère ton investissement, peut te faire une intro de la personne que tu connais vers l'investisseur que tu connais moins, ça aide beaucoup. Hein? Ça va aider que si tu vas un peu plus ad hoc, et puis tu envoies un deck à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré dans ta vie, ils vont peut-être le considérer, mais comme pour revenir à ton point, il y a plusieurs entrepreneurs qui envoient des présentations. A warm intro always helps, as we say. Fait un référencement si possible, pas de faute, straight to the point, être assez concis, puis avoir un petit quelque chose, là, avoir comment on pourrait appeler ça, là? Spark, là. Un aspect de différenciation important. Fait que le game PowerPoint, changer, le PowerPoint cliché game important. changer, là, c'est important. Faut que tu sois un game changer dans ce que tu présentes en termes de technologie. Puis pour revenir, parce que vous êtes des gens de finance, vous, messieurs, n'est-ce pas? Oui. Pour revenir au risque, donc ça prend du rendement. Donc, qui dit rendement? Il faut parler de chiffres, il faut parler de chiffres de façon conséquente. Donc, ça prend une croissance anticipée. Et là, ça, c'est l'art du métier. Il faut quand même projeter une croissance opérationnelle et financière extraordinaire, mais de façon crédible. C'est ça, l'important, c'est la crédibilité, parce que je peux promettre le ciel, j'ai aucune connaissance, j'ai rien, j'ai pas... Faut que les hypothèses se tiennent aussi en arrière. Oui. C'est ce que j'entends un peu. Cette crédibilité-là, les gens qui sont bien préparés, qui savent exactement où ils se situent dans la courbe de croissance, puis qui ont fait leur devoir en termes de la compétition. Hein. La compétition est au cœur de ta différenciation, donc tu dois être en mesure, comme entrepreneur, de dire... Je suis différent de A, B, C, D, E, F, et voici pourquoi nous, notre équipe, notre techno, notre modèle, on va avoir du succès. Donc, il faut savoir où on se situe, puis ton point est un bon point. L'entrepreneur doit savoir
où il ou elle se situe par rapport à la compétition. D'avoir de la compétition, c'est pas la fin d'une opportunité. C'est une bonne chose. Si il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Donc là, il faut trouver de quelle façon l'entrepreneur donné et sa techno va se démarquer du lot. On va espérer qu'il n'y a pas 1000 compétiteurs. On va espérer qu'il y en a 3, qu'il y en a 9, qu'il y en a 12. Mais de ce lot-là, quels seront les grands gagnants? C'est ça l'objectif de l'entrepreneur, c'est de présenter le comment et le pourquoi qui va arriver avec un succès qui va être adéquat par rapport au risque qui est pris par les investisseurs du capital de risque. On revient au game changer, en fait. Absolument. Dans son secteur ou dans son sous-secteur. Exactement. Merci beaucoup, Benoît. On va devoir s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Monsieur, je vous remercie beaucoup. C'est super gentil d'avoir considéré, de m'avoir invité. Vous faites du travail exceptionnel et ça me fait plaisir s'il y a des points qui sont intéressants pour votre auditoire, je vais espérer qu'ils sauront en tirer profit. Je sais déjà que si ça t'intéresse, qu'on va te réinviter parce que j'aimerais ça qu'on parle de l'aspect investisseur, comme qu'est-ce que ça prend pour pouvoir être un investisseur dans une entreprise de capital de risque et évidemment d'autres éléments sur ton parcours qu'on a abordé brièvement. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre attention et sur ce, eh bien, nous vous souhaitons une belle journée. Merci.